Le millionnaire pensait avoir tourné la page du passé. Mais à l'aéroport, un seul regard a suffi. Et tout s'est effondré. La femme qu'il avait aimée était là, avec un jeune homme qui lui ressemblait. Et quand elle a dit la vérité, le millionnaire est tombé à genoux, incapable de se relever. Le vrombissement des moteurs d'avion accompagnait Antoine Delmas, tandis qu'il franchissait les portes coulissantes de l'aéroport Charles de Gaulle. Après 20 ans d'exil volontaire, le retour à Paris lui semblait irréel. À 45 ans, son visage avait conservé ses traits aristocratiques, mais ses yeux reflétaient une froideur calculatrice, forgée par 2 décennies consacrées uniquement aux affaires. « Monsieur Delmas, votre voiture vous attend », annonça le chauffeur en s'inclinant légèrement pour prendre sa valise. Antoine hocha la tête, ajustant machinalement sa cravate. Le décès de son père, survenu 3 semaines plus tôt, l'avait contraint à revenir dans cette ville qu'il s'était juré de ne jamais revoir. « Nous passerons d'abord par le siège social », ordonna-t-il sèchement. Ses pas résonnaient sur le sol marbré du terminal lorsqu'il s'immobilisa brusquement, à quelques mètres devant lui. Une silhouette familière attirait son regard comme un aimant. Cette posture élégante, cette façon de rejeter les cheveux en arrière, des gestes gravés dans sa mémoire malgré les années. « Chloé », murmura-t-il, le cœur battant à tout rompre. Elle n'avait presque pas changé. Ses cheveux châtains tombaient toujours en cascade sur ses épaules, et même de loin, il pouvait deviner la teinte noisette de ses yeux. Mais ce n'était pas ce qui l'avait figé sur place. À côté d'elle se tenait un jeune homme, et ce visage, Antoine sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Ce visage était le sien, 20 ans plus tôt. « Monsieur, tout va bien ?» s'inquiéta le chauffeur. Sans répondre, Antoine s'avança vers eux, comme guidé par une force invisible. Le temps semblait suspendu, chaque pas le ramenant 20 ans en arrière. « Chloé !» appela-t-il quand il fut à quelques pas d'elle. Elle se retourna et son visage se décomposa. « Antoine !» souffla-t-elle, pétrifiée. Le jeune homme les observait, perplexe. « Maman, c'est qui ?» demanda-t-il. Et chaque syllabe résonna comme un coup de tonnerre aux oreilles d'Antoine. « Maman !» le mot flotta entre eux. Chargé d'un poids insoutenable, « Jules, va m'attendre à la voiture !» ordonna Chloé, la voix tremblante. « J'arrive dans 5 minutes. Mais, s'il te plaît. » À contre-cœur, Jules s'éloigna, non sans jeter des regards suspicieux par-dessus son épaule. « Il a tes yeux, » dit Antoine, la gorge nouée, et mon menton, une évidence qu'il n'osait formuler planait entre eux. « Qu'est-ce que tu fais là, Antoine ?» demanda-t-elle froidement, mais ses mains tremblantes trahissaient son émotion. « Je suis revenue pour les funérailles de mon père et pour reprendre l'entreprise. » Il hésita, puis ajouta « Ce garçon, Jules, quel âge a-t-il » Chloé ferma brièvement les yeux. « 19 ans. » Le calcul fut instantané. « Il est né 8 mois après notre rupture, » constata Antoine d'une voix blanche. « Félicitations pour tes talents en mathématiques, » répliqua-t-elle avec amertume. Toujours aussi brillant. Un tourbillon d'images submergea Antoine. La dernière nuit passée ensemble. La veille de ce qui aurait dû être leur mariage. Puis cette conversation avec sa mère et le médecin de famille. Le diagnostic implacable. La décision déchirante de rompre pour ne pas faire souffrir Chloé avec sa mort prématurée. « Est-ce qu'il sait qui je suis ?» demanda-t-il, la voix rauque. « Il sait que son père a préféré sa carrière à sa famille, » répondit-elle sèchement, « qu'il nous a abandonnés sans explication. Ce n'est pas ce qui s'est passé, Chloé. Tu ne comprends pas. »« Ah non !» l'interrompit-elle, ses yeux s'embrasant de colère. « Alors explique-moi pourquoi tu as disparu la veille de notre mariage. Pourquoi tu n'as jamais répondu à mes lettres, à mes appels. Je croyais que j'allais mourir, » lâcha-t-il, les mots s'échappant comme un aveu longtemps retenu. Ma mère et le DER Moreau m'ont dit que j'avais une cardiomyopathie héréditaire, que je ne dépasserais pas les 40 ans. Je ne voulais pas que tu me voies dépérir. Que tu deviennes ma garde-malade ? Chloé le dévisagea, incrédule. Tu m'as quitté parce que tu pensais être malade et en 20 ans, tu n'as jamais pensé à vérifier ce diagnostic auprès d'un autre médecin ? Antoine baissa les yeux. J'ai consulté des spécialistes en Suisse, ils ont confirmé. Du moins, c'est ce que je croyais. Un silence lourd s'installa entre eux, chargé de 20 années de non-dits. Et Jules ? demanda-t-il enfin. Est-ce qu'il est ? Il n'osait pas formuler la question. Les traits de Chloé s'affaissèrent soudain, remplaçant la colère par une douleur profonde.
Il est malade. Antoine, très malade. Le sol sembla se dérober sous les pieds d'Antoine. La cardiomyopathie, une forme rare, confirma-t-elle doucement. Mais les médecins pensent que c'est son système immunitaire qui attaque son cœur. Il a besoin d'une greffe de moelle osseuse, pas de cœur comme on le pensait initialement. Et c'est pour ça que tu es à Paris, pour un traitement. C'est pour ça que je te cherchais, corrigea-t-elle. Nous avons épuisé toutes les possibilités de donneurs compatibles. Sa seule chance, c'est toi, son père. Le monde d'Antoine s'effondra en un instant. Tu me cherchais, pour sauver notre fils. Chloé acquiesça, les larmes aux yeux. Je n'aurais jamais fait ça si ce n'était pas une question de vie ou de mort. Je sais combien ta précieuse liberté compte pour toi. Je ne savais pas, Chloé. Je te jure que je ne savais pas pour lui. Elle le scruta, cherchant la vérité dans ses yeux. Comment est-ce possible? Je t'ai écrit des dizaines de lettres. J'ai appelé ton bureau en Suisse. Je n'ai jamais rien reçu, murmura Antoine, une terrible suspicion naissant dans son esprit. Ma mère. Jules n'a plus beaucoup de temps, l'interrompit Chloé, la voix brisée. Les médecins parlent de quelques mois, peut-être moins. La vision d'Antoine se brouilla. Sans réfléchir, il fit un pas vers le terminal où Jules avait disparu. Je veux le voir, dit-il avec une détermination qui surprit Chloé. Je veux aider. Je ferai tous les tests nécessaires. Il te déteste, Antoine. Pour lui, tu es l'homme qui a abandonné sa mère enceinte. Alors je lui prouverai qu'il se trompe, répondit-il, tombant soudain à genoux, vaincu par l'émotion. Mon fils. J'ai un fils que je n'ai jamais connu, et il est en train de mourir. Les passants les contournaient, certains lançant des regards curieux vers cet homme élégant, effondré au milieu du terminal. Chloé, surmontant sa propre douleur, tendit la main pour l'aider à se relever. « Je te donnerai l'adresse de l'hôpital, » dit-elle doucement. « Mais ne lui dis pas que je t'ai parlé de sa maladie. Il est fier, comme toi. » Antoine se releva, saisissant sa main comme une bouée de sauvetage. « Pourquoi maintenant, Chloé, après tout ce temps ? Parce que j'ai reçu un appel de ta secrétaire en Suisse, » expliqua-t-elle. « Elle m'a dit que tu rentrais à Paris aujourd'hui. C'était notre dernière chance. » À cet instant, Jules réapparut à l'autre bout du hall, les cherchant du regard. Antoine le contempla, fasciné par ce miroir du passé, par cette partie de lui-même qui avait grandi sans lui. « Va », murmura Chloé. « Il ne doit pas nous voir ensemble. » Pas encore. Incapable de détacher son regard de son fils, Antoine recula à contre-cœur. « Je te retrouverai, je vous retrouverai tous les deux. » Alors qu'il s'éloignait, un seul mot résonnait dans son esprit. Pourquoi n'avait-il jamais su? Pourquoi sa mère lui aurait-elle menti sur sa santé? Et surtout, pourquoi le destin lui offrait-il cette seconde chance alors qu'il était peut-être déjà trop tard? Antoine fixait les résultats de ses examens médicaux, incapable de détacher son regard du diagnostic final, aucune trace de cardiomyopathie ou d'anomalie cardiaque héréditaire. Les mots dansaient devant ses yeux comme une accusation muette. « Vous êtes en parfaite santé, monsieur Delmas », confirma le Docteur Roussel, un éminent cardiologue parisien. « Votre cœur est celui d'un homme de 40 ans en excellente condition physique. »« C'est impossible, » murmura Antoine. « J'ai suivi des traitements pendant 20 ans. » Le médecin haussa les sourcils. « Des traitements pour une maladie que vous n'avez pas. Puis-je voir vos dossiers précédents ?» Antoine lui tendit le dossier qu'il avait récupéré dans les archives de la clinique suisse où il avait été suivi depuis son départ de France. « fit le spécialiste en parcourant les documents. Ces résultats d'électrocardiogramme sont étranges, ils ne correspondent pas à vos constantes actuelles, presque comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Un frisson parcourut l'échine d'Antoine. Vous suggérez qu'ils ont été falsifiés? Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais... Le médecin hésita. Je vous conseille vivement de consulter le DR. Moreau, qui semble avoir établi votre diagnostic initial. Antoine serra les poings. Je compte bien le faire. En sortant de la clinique, il fut assailli par une colère froide qui contrastait avec le soleil printanier baignant les rues parisiennes. 20 ans de sa vie basée sur un mensonge. 20 ans loin de Chloé. Loin d'un fils qu'il n'avait même pas su exister. Son téléphone vibra. Un message de Pascal, son oncle. Le conseil d'administration t'attend demain à 10h. Ne sois pas en retard pour ta première réunion en tant que PDG. Antoine ignora le message. L'empire hôtelier d'Elmas pouvait attendre. Il avait une autre priorité.
À l'hôpital Saint-Louis, Antoine se présenta à l'accueil, le cœur battant. « Je voudrais voir Jules Marin, s'il vous plaît. » La réceptionniste consulta son ordinateur. « Service de cardiologie, chambre 307, êtes-vous de la famille ?»« Je suis... » Il hésita. « Oui, je suis de la famille. » Les couloirs aseptisés semblaient interminables. Arrivé devant la chambre 307, Antoine s'immobilisa, paralysé par l'appréhension. Par la vitre, il aperçut Jules, allongé sur un lit médicalisé, un livre entre les mains. Même de loin, la ressemblance était frappante. Ce front haut, ces pommettes saillantes, cette façon de froncer légèrement les sourcils en lisant. « Il lit Dostoïevski », dit une voix derrière lui. « Crime et châtiment », pour la 3e fois. Antoine se retourna pour faire face à Chloé. « J'adorais ce livre à son âge. »« Je sais », répondit-elle simplement. Comme beaucoup de choses chez lui, c'est un héritage dont il ignore la provenance. Un silence inconfortable s'installa entre eux. « J'ai fait des examens », annonça finalement Antoine. « Je n'ai aucune maladie cardiaque. Je n'en ai jamais eu. » Chloé le dévisagea, stupéfaite. « Tu veux dire que pendant 20 ans, quelqu'un m'a menti ?» confirma-t-il, la mâchoire serrée. « Et je compte bien découvrir pourquoi. Qu'est-ce qu'il fait là ?» La voix tranchante de Jules les fit sursauter tous les deux. Le jeune homme se tenait dans l'encadrement de la porte, pâle mais visiblement furieux. Ses yeux bleus, les mêmes qu'Antoine, lançant des éclairs. « Jules, je voudrais te présenter, » commença Chloé. « Je sais qui c'est, » coupa-t-il. « Antoine Delmas, le grand homme d'affaires, celui qui a abandonné ma mère quand elle était enceinte. »« Jules, » tenta d'intervenir Chloé. « Ce n'est pas si simple. C'est très simple, au contraire, » rétorqua le jeune homme. « Il n'a pas voulu de nous dans sa vie de luxe, qu'il retourne dans ses hôtels 5 étoiles et qu'il nous laisse tranquilles. » Antoine encaissa le coup sans broncher. « Tu as raison d'être en colère, mais je n'ai jamais su que ta mère était enceinte. »« Si j'avais su, si vous aviez su quoi ?» cracha Jules. « Vous seriez resté par obligation, par pitié. Non merci, je me suis très bien débrouillé sans père jusqu'à maintenant. » Une quinte de toux violente interrompit sa tirade, le forçant à s'appuyer contre le mur. Antoine fit instinctivement un pas vers lui, mais le regard glacial que lui lança Jules l'arrêta net. « Retourne te coucher », ordonna doucement Chloé en prenant le bras de son fils. « Tu sais ce qu'ont dit les médecins sur les émotions fortes ?» À contre-cœur, Jules se laissa guider vers son lit, non sans jeter un dernier regard venimeux à Antoine. « Je reviendrai », promit ce dernier, plus à lui-même qu'aux autres. « Comment ça ? Tu ne peux pas me recevoir aujourd'hui ?» Antoine serrait son téléphone, exaspéré. « Écoute-moi bien, Moreau. Si tu ne m'expliques pas pourquoi tu m'as menti pendant 20 ans, je porterai plainte pour exercice illégal de la médecine. Je ne peux pas parler maintenant, » balbutia le médecin à l'autre bout du fil. « Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Alors explique-moi. » « Pas au téléphone, demain, 8 h, au parc Monceau, près du petit pont. » La communication fut coupée brusquement, laissant Antoine désorienté et frustré, en poussant la porte de la demeure familiale. Un manoir majestueux dans le 16e arrondissement, il fut accueilli par le silence feutré des lieux. Les souvenirs affluèrent, son enfance solitaire dans ses pièces immenses, l'éducation rigoureuse orchestrée par Mireille, sa mère, l'ombre imposante de son père jamais satisfait. « Antoine, mon chéri », la voix mielleuse de Mireille retentit dans le hall d'entrée. « En fin de retour, j'ai organisé un petit dîner pour célébrer ton retour et ta prise de fonction. » Elle s'avança pour l'embrasser, mais Antoine recula imperceptiblement. « Maman, je dois te parler de quelque chose d'important. Plus tard, mon chéri. Ton oncle Pascal nous attend au salon avec quelques membres du conseil. C'est crucial que tu fasses bonne impression dès ce soir. »« Maman, » insista Antoine, « est-ce que tu savais que Chloé a eu un fils, mon fils ?» Le visage de Mireille se figea une fraction de seconde avant qu'elle ne reprenne contenance. « De quoi parles-tu ? Cette histoire est ridicule. Cette fille essaie sûrement de profiter de ta position, maintenant que tu reprends l'entreprise. Je l'ai vu. Maman, il a 19 ans, et il me ressemble comme 2 gouttes d'eau. Pure coïncidence. » Balaya Mireille d'un geste de la main. « Ne te laisse pas manipuler par cet opportuniste. Ton père vient à peine d'être enterré, et déjà les vautours tournent autour de l'héritage. Jules est gravement malade, » poursuivit Antoine. «
Il a besoin d'une greffe de moelle osseuse. Et j'ai découvert autre chose. Je n'ai jamais eu de cardiomyopathie. Cette fois, Mireille pâlit visiblement. Qui t'a mis ces idées absurdes en tête? J'ai passé des examens complets, je suis en parfaite santé. Ces médecins parisiens sont des incompétents, s'emporta-t-elle. Tu devrais consulter le professeur Schmitt en Suisse. Lui seul connaît ton dossier. Le professeur Schmitt n'existe pas, répliqua froidement Antoine. J'ai vérifié. Il n'y a aucun cardiologue de ce nom à Lausanne, ni ailleurs en Suisse. Un silence pesant s'abattit sur le hall. Antoine, intervint Pascal en apparaissant dans l'embrasure de la porte du salon. Nous t'attendons. Les affaires ne peuvent pas attendre. J'arrive, répondit Antoine sans quitter sa mère des yeux. Mais cette conversation n'est pas terminée. En rejoignant les hommes d'affaires qui bavardèrent dans le salon, Antoine sentait un étau invisible se resserrer autour de lui. Quelque chose ne collait pas dans toute cette histoire. Pourquoi lui avoir fait croire qu'il était malade? Pourquoi l'avoir éloigné de Chloé? Et surtout, pourquoi avoir ignoré l'existence de son propre petit-fils? À moins que Mireille n'ait été parfaitement au courant, cette pensée le glaça jusqu'aux os. Se pouvait-il que sa propre mère ait délibérément orchestré cette séparation? Quitte à inventer une maladie mortelle, à notre nouveau PDG, lança Pascal en levant son verre de champagne. Et à l'avenir glorieux des hôtels d'Elmas. Antoine sourit mécaniquement, mais son esprit était ailleurs, auprès d'un jeune homme aux yeux bleus qui luttait contre une maladie bien réelle. Lui, un fils qu'il était déterminé à connaître et à sauver, quelles que soient les vérités douloureuses qu'il découvrirait en chemin. Le lendemain matin, Antoine se tenait devant la chambre 307, un café à la main et une pile de livres sous le bras. Il avait passé une bonne partie de la nuit à réfléchir à une stratégie pour approcher Jules. La confrontation directe s'étant soldée par un échec, il avait opté pour une approche plus subtile. Dostoïevski, Camus, Hugo et Proust, commenta Chloé en apparaissant silencieusement à ses côtés. Tu te souviens qu'il a 19 ans, pas 45. Antoine esquissa un sourire gêné. J'ai paniqué au rayon littérature. Je ne sais même pas ce qu'il aime. La philosophie, la littérature russe, la musique classique, en fait, il te ressemble beaucoup plus que tu ne l'imagines. Elle prit les livres et les feuilleta distraitement. Il dort encore, les médicaments l'assomment. Antoine contempla son fils à travers la vitre. Dans le sommeil, ses traits semblaient plus détendus, presque vulnérables. Un moniteur cardiaque émettait un bip régulier, hypnotique. Comment c'est arrivé, sa maladie? Chloé poussa un soupir. Les premiers symptômes sont apparus quand il avait 16 ans, de la fatigue d'abord, puis des palpitations. Les médecins ont d'abord pensé à une cardiomyopathie classique, mais les traitements habituels n'ont pas fonctionné. C'est seulement l'année dernière qu'ils ont compris que son système immunitaire attaquait son cœur. Et maintenant, son état se dégrade rapidement. Il a besoin d'une greffe de moelle osseuse pour reconstruire son système immunitaire. Sans cela, sa voix se brisa. Antoine posa instinctivement sa main sur celle de Chloé. Le contact, à la fois familier et étranger après toutes ces années, les troubla tous les deux. « Je suis désolée de ne pas avoir été là », murmura-t-il. « Si j'avais su, j'ai essayé de te contacter », répondit-elle doucement. Des dizaines de lettres, des appels. Au début, j'étais furieuse, puis désespérée, et finalement, j'ai abandonné. Je n'ai jamais rien reçu, Chloé. Pas une lettre, pas un message. Elle le dévisagea, cherchant la vérité dans ses yeux. Tu étais injoignable, comme si tu avais disparu de la surface de la terre. Ma mère, soupira Antoine. Elle a dû intercepter tes messages, mais pourquoi? Pourquoi me faire croire que j'étais condamnée? Pourquoi me priver de mon fils? Un mouvement dans la chambre attira leur attention. Jules venait de se réveiller et les observait à travers la vitre, son regard oscillant entre surprise et méfiance. « Je devrais y aller », dit Antoine en reculant d'un pas. « Non », l'arrêta Chloé. « Entre avec moi, il est temps que vous parliez tous les deux. » La chambre d'hôpital était baignée d'une lumière douce qui filtrait à travers les stores vénitiens. Des livres et des partitions de musique s'empilaient sur la table de chevet, témoignant des longues heures d'ennui du patient. « Bonjour mon cœur », salua Chloé en embrassant son fils. « Tu as bien dormi ?» Jules haussa les épaules, son regard rivé sur Antoine. « Qu'est-ce qu'il fait encore là ? Je t'ai apporté quelques livres, » dit Antoine en déposant gauchement la pile au pied du lit. « Je ne savais pas ce que tu aimais.
Alors j'ai pris un peu de tout. Jules examina les livres sans les toucher. Merci, mais j'ai déjà lu la plupart. Un silence pesant s'installa. Chloé, visiblement mal à l'aise, finit par s'excuser. Je vais chercher de l'eau, je vous laisse discuter, avant qu'Antoine puisse protester. Elle avait quitté la chambre, le laissant seul face à ce fils qui le dévisageait avec hostilité. « Pourquoi vous êtes revenu ?» demanda abruptement Jules. Après tout ce temps, un soudain accès de culpabilité. Antoine s'assit sur la chaise près du lit. « Je ne savais pas que tu existais, Jules, je te le jure. Et vous croyez que ça change quelque chose. Vous avez abandonné ma mère. Elle était enceinte et seule. J'ignorais sa grossesse. On m'a fait croire que j'étais atteint d'une maladie cardiaque mortelle. Je ne voulais pas que Chloé, ta mère, passe sa vie à s'occuper d'un mourant. » Jules le fixa, incrédule. « Une maladie cardiaque, comme moi. Sauf que la mienne était fictive, » répondit amèrement Antoine. « Un mensonge orchestré par ma mère, probablement. » Une quinte de toux secoua le jeune homme, plus violente que la veille. Antoine lui tendit instinctivement un verre d'eau, que Jules accepta à contre-cœur. « Pourquoi je vous croirais ?» demanda-t-il une fois calmé. « Tu n'es pas obligé de me croire. Mais laisse-moi au moins t'aider. Les médecins pensent que je pourrais être un donneur compatible pour ta greffe. » Un éclair de surprise traversa le regard de Jules. « Maman vous a parlé de ça ?» Antoine acquiesça. « C'est pour ça qu'elle me cherchait. Et vous accepteriez, juste comme ça. Tu es mon fils, » répondit simplement Antoine. Jules détourna le regard, visiblement troublé par cette réponse. Ses doigts pianotaient nerveusement sur la couverture. « J'aime Rachmaninoff aussi, » remarqua Antoine, en apercevant une partition du concerto numéro 2 parmi les livres. « Comment vous savez que... » « Intuition ?» sourit Antoine, puis devant le regard sceptique de Jules. « Tes doigts, tu joues du piano, n'est-ce pas? Tu as les mêmes gestes que moi quand je réfléchis. » Un silence moins hostile s'installa entre eux. Jules finit par demander. « Vous jouez aussi ?» Depuis l'enfance, c'était mon refuge quand l'atmosphère devenait trop pesante à la maison. Maman dit que j'ai commencé à 4 ans. Spontanément, elle a dû faire des heures supplémentaires pendant des années pour me payer des cours. Le sous-entendu était clair. Pendant que Chloé se sacrifiait pour leur fils, Antoine menait sa vie luxueuse à l'étranger. La culpabilité l'étreignit à nouveau. « Je voudrais t'entendre jouer un jour, » dit-il doucement. Jules allait répondre quand un médecin entra dans la chambre, interrompant leur conversation. « Monsieur Marin, comment vous sentez-vous ce matin ? Comme quelqu'un dont le cœur est en train de lâcher, » répondit ironiquement Jules. « À part ça, tout va bien. » Le médecin consulta le dossier accroché au pied du lit, puis vérifia les constantes sur le moniteur. Son expression soucieuse n'échappa pas à Antoine. « Docteur, je suis Antoine Delmas, le père de Jules. Pourrions-nous parler de son état ? » « Papa, hein ?» lança Jules avec un sarcasme qui masquait mal son trouble. « Ça fait bizarre de vous entendre dire ça. » Le DER. Laurent, selon son badge, hocha la tête. « Bien sûr, monsieur Delmas, dans mon bureau si vous voulez bien. » Antoine suivit le médecin, non sans jeter un dernier regard à Jules qui fixait obstinément la fenêtre, dans le bureau exigu du cardiologue. Les nouvelles n'étaient mot pas bonnes. L'état de votre fils se dégrade plus rapidement que prévu. Son dernier électrocardiogramme montre des anomalies inquiétantes. Combien de temps lui reste-t-il sans greffe ? Difficile à dire. Quelques mois tout au plus. Nous avons intensifié le traitement immunosuppresseur, mais ce n'est qu'une solution temporaire. Antoine serra les poings. Je suis prêt à faire tous les tests nécessaires pour voir si je suis compatible. Le DER. Laurent le dévisagea avec curiosité. Mademoiselle Marin m'a dit que vous souffriez vous-même d'une cardiomyopathie. C'était un mensonge, répondit sèchement Antoine. J'ai passé des examens hier qui le confirment. Étrange, murmura le médecin. Habituellement, ces pathologies ont une forte composante génétique. Si vous êtes en parfaite santé, cela remet en question notre diagnostic pour Jules. Que voulez-vous dire ? Que nous devrions peut-être explorer d'autres pistes ? Les symptômes de Jules pourraient être causés par autre chose qu'une simple cardiomyopathie héréditaire. Antoine sentit une lueur d'espoir naître en lui. Vous pensez pouvoir le guérir ? Ne nous emballons pas, tempéra le médecin. Mais cette nouvelle information pourrait nous aider à affiner le traitement. J'aimerais vous faire passer quelques tests supplémentaires, si vous êtes d'accord. Bien sûr, tout ce qui pourra aider Jules. En sortant du bureau, Antoine vit Chloé qui l'attendait dans le couloir, le visage anxieux. Alors, ils vont me faire des tests pour voir si je suis compatible.
Et le DR, Laurent, pense que mon cas pourrait aider à mieux comprendre la maladie de Jules. Une lueur d'espoir traversa le regard de Chloé. Tu ferais vraiment ça? Comment peux-tu en douter? Répondit-il doucement. Je ferais n'importe quoi pour lui, pour vous deux. Leurs regards se croisèrent, chargés de non-dits, puis Antoine consulta sa montre. Je dois y aller. J'ai rendez-vous avec Moreau dans 1 heure. Il est temps qu'il m'explique pourquoi il m'a menti pendant 20 ans. Sois prudent, murmura Chloé. Si ta mère et lui ont vraiment comploté pour nous séparer, qui sait jusqu'où ils pourraient aller pour protéger leurs secrets? Antoine hocha gravement la tête. Puis, presque malgré lui, il effleura la joue de Chloé d'une caresse furtive avant de s'éloigner. Dans son dos, il sentit le regard de Jules qui l'observait depuis sa chambre. Témoin silencieux de ce geste de tendresse, le parc Monceau était presque désert à cette heure matinale. Antoine, les mains enfoncées dans les poches de son manteau, arpentait nerveusement les abords du petit pont japonais. Le dehors, Moreau avait déjà 15 minutes de retard. Son téléphone vibra pour la 3e fois. Pascal, encore. Antoine ignora l'appel. Le conseil d'administration pouvait attendre. Il avait des priorités plus urgentes. Il ne viendra pas, dit une voix féminine derrière lui. Antoine se retourna brusquement. Une femme d'une 50aine d'années, élégamment vêtue, se tenait à quelques pas. Qui êtes-vous? Sylvie Leroy, assistante personnelle du DR Moreau depuis 22 ans. Où est-il? Pourquoi n'est-il pas venu lui-même? La femme jeta un regard circulaire, comme pour s'assurer qu'ils étaient seuls. Il a quitté Paris cette nuit. Il a peur. Peur de quoi? De moi, de votre mère et de votre oncle. Antoine sentit un frisson le parcourir. Que savez-vous exactement? Je sais que vous n'avez jamais été malade, répondit-elle à voix basse. Je sais que le 2 heures, Moreau a falsifié vos résultats sur ordre de Madame Delmas, et je sais pourquoi. Elle lui tendit une enveloppe. Tous les documents sont là. Les vrais résultats de vos examens d'il y a 20 ans, les copies des rapports falsifiés et une lettre explicative du docteur. Antoine saisit l'enveloppe d'une main tremblante. Pourquoi me donnez-vous ça? Parce que j'ai une fille de l'âge de votre fils et que je n'ai pas pu me regarder dans la glace pendant 20 ans en sachant ce qu'on vous avait fait. Elle fit une pause. Ce qu'on avait fait à votre famille, avant qu'Antoine puisse l'interroger davantage, elle tourna les talons et s'éloigna rapidement. « Méfiez-vous de votre famille, monsieur Delmas », lança-t-elle par-dessus son épaule. « Ils sont prêts à tout. » De retour dans sa voiture, Antoine ouvrit l'enveloppe avec des doigts fébriles. Elle contenait plusieurs documents médicaux, ainsi qu'une lettre manuscrite. « Monsieur Delmas », lut-il, « quand vous lirez ces lignes, j'aurai quitté la France. Je ne peux plus vivre avec ce poids sur la conscience. Surtout maintenant que j'ai appris l'existence de votre fils et sa maladie, il y a 20 ans. Votre mère m'a approché avec une proposition. Une somme considérable contre de faux résultats médicaux qui vous feraient croire à une cardiomyopathie héréditaire fatale. J'avais des dettes de jeu importantes à l'époque, et j'ai accepté sans mesurer les conséquences de mes actes. Je ne sais pas pourquoi elle voulait vous séparer de mademoiselle Marin. Mais votre oncle Pascal était impliqué dans ce plan. J'ai entendu des conversations entre eux qui suggéraient un motif financier, mais je n'en sais pas plus. Je sais que mes excuses ne répareront pas les 20 années que je vous ai volées, mais sachez que je regrette profondément mes actions. La lettre se poursuivait. Mais Antoine ne pouvait plus lire à travers le voile de larmes qui brouillait sa vision. Une rage froide montait en lui. Sa propre mère, son propre sang. Comment avait-elle pu faire ça? Son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, il décrocha. « Antoine, où es-tu, bon sang ?» La voix de Pascal était tendue. « Le conseil t'attend depuis 1 heure. J'arrive, » répondit-il d'une voix glaciale. « Et préviens ma mère que je veux la voir. Seule. » Le siège des hôtels Delmas occupait un immeuble haussmannien près des Champs-Élysées. En franchissant les portes de marbre, Antoine sentit tous les regards se tourner vers lui. Le fils prodigue de retour après 20 ans d'exil volontaire. « Monsieur Delmas, le conseil est dans la salle Riviera », l'informa la réceptionniste, autour de la longue table en acajou. Une dizaine d'hommes en costume sombre se levèrent à son entrée. Pascal, debout au bout de la table, sourit avec une cordialité forcée. « Messieurs, voici enfin notre nouveau PDG, » annonça-t-il. « Mon neveu, Antoine Delmas. » Une série de poignées de main plus tard, Antoine prit place au fauteuil présidentiel, jadis occupé par son père. La réunion commença,
un flot de chiffres et de projets d'expansion que son esprit enregistrait mécaniquement pendant que ses pensées tourbillonnaient ailleurs. « Nous nous inquiétons des performances du groupe en Asie », expliquait un des directeurs, depuis la crise financière à Hong Kong. « Je m'en occuperai personnellement », coupa Antoine. « Messieurs, si vous permettez, j'aimerais écourter cette première réunion. J'ai besoin de temps pour me familiariser avec les dossiers en cours. » Des regards surpris s'échangèrent autour de la table. Mais personne n'osa contester la décision du nouveau patron. La réunion fut ajournée, et les membres du conseil quittèrent la salle un à un, laissant Antoine seul avec Pascal. « C'était quoi, ça ?» demanda son oncle, visiblement contrarié. « Tu ne peux pas traiter le conseil avec une telle désinvolture. »« J'ai des priorités plus urgentes, » répondit froidement Antoine. « Ah oui, plus importantes que l'entreprise familiale. Ma famille, justement. » Antoine planta son regard dans celui de son oncle. « Je crois que nous avons des choses à nous dire. » Pascal pâlit imperceptiblement. « Je ne comprends pas de quoi tu parles. »« Vraiment. Alors laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Il y a 20 ans, toi et ma mère avez conspiré pour me faire croire que j'étais condamnée par une maladie cardiaque. Vous avez soudoyé Moreau pour qu'il falsifie mes résultats médicaux. C'est absurde, balbutia Pascal. Qui t'a raconté ces mensonges ? Moreau lui-même, répliqua Antoine en posant l'enveloppe sur la table. Il a tout avoué avant de fuir le pays. Un silence tendu s'installa entre eux, puis Pascal soupira, vaincu. Ta mère voulait te protéger. Cette fille n'était pas assez bien pour toi. Elle venait d'un milieu modeste, sans relation, sans fortune. Épargne-moi ces conneries, explosa Antoine, en frappant du poing sur la table. Vous m'avez privé de 20 ans avec la femme que j'aimais. Vous m'avez privé de mon fils qui est en train de mourir. Pascal recula d'un pas, stupéfait. Un fils, quel fils ? Ne fais pas l'innocent. Jules a 19 ans. Chloé était enceinte quand vous m'avez forcé à rompre. Une lueur de panique traversa le regard de Pascal. Je te jure que j'ignorais l'existence de ce garçon. Ta mère ne m'a jamais... Assez de mensonges, coupa Antoine. Je veux la vérité. Pourquoi avoir détruit ma vie ? Pour l'argent, pour le pouvoir. Pascal sembla soudain vieilli de 10 ans. Le testament de ton père, murmura-t-il finalement. Il y avait une clause. Quelle clause ? Si tu avais un héritier avant tes 30 ans, tu prenais le contrôle total de l'Empire. Ta mère et moi serions écartés de toute décision. Antoine le dévisagea, incrédule. Vous avez brisé 3 vies pour une question d'argent. Tu ne comprends pas. Ta mère a toujours été obsédée par le contrôle. Quand elle a appris que Chloé était enceinte, elle le savait. Antoine sentit son sang se glacer dans ses veines. Comment ? Une lettre, Chloé lui avait écrit directement, quelques semaines après ton départ pour la Suisse. Ta mère a intercepté toutes ses tentatives de contact par la suite. L'image de sa mère, ouvrant et lisant les lettres désespérées de Chloé, puis les détruisant froidement, s'imposa à l'esprit d'Antoine. La nausée le submergea. « Où est-elle » demanda-t-il d'une voix blanche. « À la maison, je suppose, Antoine. Écoute-moi. Ne fais rien que tu pourrais regretter. » Mais Antoine ne l'écoutait déjà plus. Il quitta la salle de réunion d'un pas décidé, ignorant les appels de son oncle. Dans le hall d'entrée, il croisa sa secrétaire qui tentait de l'intercepter. « Monsieur Delmas, vous avez plusieurs messages urgents. Plus tard. C'est l'hôpital Saint-Louis, monsieur, au sujet de monsieur Marin. Ils ont appelé 3 fois. » Antoine s'immobilisa. « Jules, qu'est-ce qui se passe ? Il a fait un malaise. Il demande que vous veniez immédiatement. » Le monde semblait s'effondrer autour de lui. Sa mère attendrait. Il avait un fils à sauver. Il s'est stabilisé, expliqua le Doracaï Laurent, en guidant Antoine dans le couloir de l'unité de soins intensifs. Mais cet incident confirme que son état se dégrade plus rapidement que prévu. À travers la vitre, Antoine pouvait voir Jules, plus pâle que jamais, relié à plusieurs machines. Chloé était assise à son chevet, tenant sa main, l'air épuisé. « Les résultats de vos tests sont encourageants », poursuivit le médecin. « Vous êtes compatible à 85%, ce qui est remarquable pour un parent direct. Alors qu'attendons-nous ? Il y a des complications. » Le médecin baissa la voix. Quelqu'un a tenté d'accéder au dossier médical de Jules ce matin. Une femme prétendant être sa grand-mère. Antoine sentit un frisson le parcourir. « Ma mère a été ici. Elle a insisté pour voir les résultats des tests de compatibilité. Nous avons refusé, bien sûr, mais elle semblait
déterminée, renforcer la sécurité, ordonna Antoine. Personne, absolument personne, ne doit approcher de mon fils sans mon autorisation ou celle de sa mère. Vous m'entendez ? Le médecin hocha gravement la tête. Je comprends. Mais puis-je vous demander pourquoi ces précautions ? Antoine fixa le visage endormi de son fils derrière la vitre. Parce que j'ai découvert aujourd'hui que certaines personnes sont prêtes à tout pour préserver leur fortune, même à sacrifier la vie d'un innocent. 3 jours s'étaient écoulés depuis le malaise de Jules. Antoine partageait désormais son temps entre l'hôpital, les bureaux de l'entreprise et ses propres examens médicaux. Il n'avait pas encore confronté sa mère, préférant rassembler davantage de preuves avant l'inévitable confrontation. Ce matin-là, il arriva à l'hôpital plus tôt que d'habitude, un étui à violoncelle à la main. Il trouva Chloé endormie dans un fauteuil, près du lit de Jules. Son visage, même marqué par la fatigue, gardait cette beauté qui l'avait captivé 20 ans plus tôt. Doucement, il déposa sa veste sur ses épaules. « Elle n'a pas quitté ma chambre depuis l'incident », murmura Jules, que Antoine croyait endormi. « Elle t'aime plus que tout », répondit-il en s'asseyant au bord du lit. « Je sais, elle a tout sacrifié pour moi. » Jules observa Antoine d'un regard moins hostile que les jours précédents. « C'est quoi ça ?» demanda-t-il en désignant l'étui. « Un violoncelle. Je me suis dit que tu t'ennuyais peut-être. » « Je ne joue pas du violoncelle. »« Moi non plus, » sourit Antoine. « Mais j'ai pensé qu'on pourrait apprendre ensemble. » Jules le dévisagea, surpris. « Vous voulez prendre des cours avec moi ? Pourquoi pas ? Les médecins disent que tu dois rester ici encore quelques semaines avant l'opération. Autant occuper ce temps utilement. » Un silence s'installa, moins tendu que lors de leur précédente rencontre. Jules semblait peser le pour et le contre. « Vous savez, » dit-il finalement, « pendant des années, j'ai imaginé ce que je vous dirais si je vous rencontrais un jour. Et qu'est-ce que c'était ? Principalement des insultes, admit Jules avec un demi-sourire. Mais aussi des questions, beaucoup de questions. Je suis prêt à y répondre, dit doucement Antoine. Toutes, Jules hésita, puis demanda, comment était-ce de grandir riche ? La question prit Antoine au dépourvu. Solitaire, répondit-il après réflexion. Grande maison, peu de chaleur. Ma mère était exigeante, mon père absent. À 16 ans, j'avais déjà un compte en banque bien garni, mais personne avec qui partager un repas. Pauvre petit riche, railla Jules, mais sans véritable méchanceté. Tu as eu plus de chance que moi, affirma Antoine. Tu as eu Chloé. À cet instant, elle s'éveilla, clignant des yeux dans la lumière matinale. Antoine, depuis quand es-tu là ? Pas longtemps. Rendors-toi, tu es épuisé. Non, je dois appeler la galerie. Ils attendent mon expertise sur une nouvelle acquisition et... C'est déjà fait, l'interrompit Antoine. J'ai appelé hier pour expliquer la situation. Ils comprennent parfaitement. Chloé sembla sur le point de protester, puis se ravisa. Merci, dit-elle simplement. Tu devrais rentrer te reposer, suggéra-t-il. Je reste avec Jules aujourd'hui. Elle hésita, puis acquiesça. Peut-être quelques heures. Tu m'appelles s'il y a quoi que ce soit. Promis. Quand elle fut partie, Jules observa Antoine avec curiosité. Vous l'aimez encore, n'est-ce pas ? Antoine ne répondit pas immédiatement, surpris par la perspicacité de son fils. C'est compliqué, dit-il finalement. Pas tant que ça, rétorqua Jules. Soit vous l'aimez, soit vous ne l'aimez pas. Dans ce cas, oui, je l'aime encore, admit Antoine. Je n'ai jamais cessé. Jules hocha lentement la tête, comme s'il assimilait une information cruciale. Puis il désigna l'étui à violoncelle. Alors, ces leçons, on commence par quoi ? Les jours suivants établirent une routine étrange mais réconfortante. Antoine passait ses matinées avec Jules, partageant maladroitement leur première tentative sur le violoncelle, puis discutant de littérature, de musique ou simplement de la vie. L'après-midi, il rejoignait les bureaux de Delmas pour quelques heures, avant de retrouver Chloé et Jules pour le dîner. Un soir, alors que Jules s'était endormi tôt, Antoine et Chloé se retrouvèrent seuls dans le couloir de l'hôpital. « Il s'attache à toi », constata-t-elle. « Il ne l'admettra jamais, mais il attend tes visites avec impatience. »« Il est extraordinaire », répondit Antoine. « Intelligent, sensible, courageux, tu as fait un travail remarquable, Chloé. J'ai fait de mon mieux. » Elle hésita. « Comment ça se passe avec ta mère ?
Tu lui as parlé? Pas encore. Elle m'évite, prétendant des voyages d'affaires urgents. Mais j'ai trouvé quelque chose. Il sortit un dossier de sa serviette. Dans son bureau, des copies de tes lettres? Chloé pâlit. Toutes mes lettres? Des dizaines, jamais ouvertes, simplement archivées. Il déglutit avec difficulté. Et ce n'est pas tout. J'ai trouvé un rapport de détective privé daté d'il y a 19 ans, avec des photos de toi enceinte, des détails sur ta vie. Sur ta grossesse, elle savait tout, Chloé. Depuis le début, les yeux de Chloé s'emplirent de larmes de rage. Comment a-t-elle pu, son propre petit-fils? L'argent, le pouvoir, le contrôle. Antoine serra les poings. Une clause dans le testament de mon père stipulait que si j'avais un héritier avant mes 30 ans, j'obtiendrais le contrôle total de l'empire familial. Ma mère et Pascal seraient écartés. Alors, elle a préféré te faire croire que tu étais mourant, plutôt que de perdre sa position. Chloé secoua la tête, incrédule. C'est monstrueux. Sans réfléchir, Antoine prit sa main. Ce simple contact raviva une myriade de souvenirs. Leur premier rendez-vous, leur promenade le long de la Seine, les projets d'avenir murmurés au creux de l'oreille. « Je suis désolé, dit-il, la voix brisée par l'émotion, pour tout ce que tu as enduré, pour t'avoir abandonné, pour n'avoir pas été là quand tu avais besoin de moi. Tu ne savais pas, répondit-elle doucement. Tu étais une victime, tout comme nous. Leurs regards se croisèrent, chargés de 20 années de sentiments refoulés. Lentement, presque timidement, Antoine se pencha vers elle. Leurs lèvres se frôlèrent dans un baiser hésitant, puis plus assuré, comme si leur corps se souvenait d'une danse longtemps oubliée. Quand ils se séparèrent, Chloé avait les joues empourprées et les yeux brillants. « On ne peut pas, c'est trop tôt, trop compliqué. »« Je sais, » murmura Antoine en caressant sa joue, « mais je ne fuirai plus, Chloé. Cette fois, je reste pour Jules. Et pour toi, si tu veux de moi. » Une infirmière apparut au bout du couloir. Interrompant ce moment d'intimité, « Monsieur Delmas, le 2 d'heure, Laurent vous cherche. Il a les résultats de vos derniers tests. » Le bureau du médecin était encombré de dossiers et d'ouvrages médicaux. Le DDR, Laurent les accueillit avec un sourire encourageant. « J'ai de bonnes nouvelles, » annonça-t-il. « Les résultats confirment que vous êtes un donneur idéal pour Jules. Nous pouvons programmer la greffe dès la semaine prochaine. » Un soulagement immense submergea Antoine. « Dieu merci, » souffla-t-il en serrant la main de Chloé. « Il y a autre chose, » poursuivit le médecin. « Vos tests ont révélé quelque chose d'intéressant. Vous portez un marqueur génétique rare qui pourrait expliquer la maladie de Jules, mais ce n'est pas une cardiomyopathie classique comme on le pensait. Qu'est-ce que c'est, alors ?» demanda Chloé, inquiète. « Une forme d'auto-immunité très spécifique qui cible le tissu cardiaque, extrêmement rare, mais traitable avec la bonne approche. » Il marqua une pause. « Ce qui m'intrigue, c'est que ce marqueur génétique aurait dû être détecté dans vos précédents examens, Monsieur Delmas. Le fait qu'il ne l'ait pas été confirme vos soupçons sur la falsification de vos dossiers médicaux. » Antoine échangea un regard avec Chloé. « Cela signifie-t-il que Jules pourrait guérir complètement? Avec la greffe de moelle osseuse et un traitement adapté, oui, ses chances sont excellentes. » Pour la première fois depuis des jours, Antoine sentit une lueur d'espoir véritable. Son fils pourrait vivre, avoir un avenir, une dernière chose, ajouta le médecin en baissant la voix. J'ai reçu un appel étrange aujourd'hui. Un certain DR, Fischer de la clinique privée St. James, a demandé le transfert de Jules dans son établissement. Il prétendait agir sur recommandation de la famille. Antoine se raidit. Je n'ai jamais entendu parler de ce médecin ni de cette clinique. C'est ce que je pensais. J'ai refusé, bien sûr, mais il semblait insistant. Ma mère, murmura Antoine, glacé d'effroi. C'est forcément elle. Mais pourquoi voudrait-elle le transfert de Jules ? Demanda Chloé. Antoine serra les dents, pour contrôler la situation, pour s'assurer que la greffe ne réussisse pas. Peut-être, la pensée était presque trop monstrueuse pour être formulée. Il faut renforcer la sécurité autour de Jules, immédiatement. Je m'en occupe, assura le Dowakrad Laurent. Aucun transfert ne sera autorisé sans votre signature explicite à tous les deux. En quittant le bureau, Antoine sentit la main de Chloé se glisser dans la sienne. Ce simple geste, chargé de confiance retrouvée, lui donna la force dont il avait besoin pour affronter ce qui allait suivre. « Il est temps, » dit-il sombrement. « Je dois confronter ma mère. » La maison familiale des Delmas se dressait,
Imposante et silencieuse, dans la brume matinale, Antoine resta un moment dans sa voiture, rassemblant son courage avant d'affronter sa mère. Dans la boîte à gants, il avait placé toutes les preuves, les lettres jamais remises, les rapports médicaux falsifiés, la confession du DER. Moreau, le majordome, parut surpris de le voir si tôt. Madame prend son petit déjeuner dans la véranda. « Monsieur !» Antoine traversa la maison d'un pas déterminé. Chaque objet, chaque tableau lui rappelait une enfance dorée mais vide, un foyer luxueux mais froid. En poussant la porte de la véranda, il aperçut sa mère, élégante comme toujours dans son tailleur crème, sirotant son thé en lisant le journal. « Antoine, mon chéri !» s'exclama-t-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Quelle surprise! Tu te joins à moi !» Il déposa les documents sur la table, faisant trembler la porcelaine fine. « J'ai trouvé ça dans ton bureau. » Mireille jeta un regard indifférent au papier. « Tu as fouillé mes affaires. J'ai cherché la vérité. » « Et je l'ai trouvée. » Elle reposa délicatement sa tasse. « De quoi parles-tu, exactement ?»« De ça. » Il ouvrit la première enveloppe, étalant les lettres de Chloé. « 20 ans de mensonges, maman. 20 ans pendant lesquels tu m'as fait croire que j'étais mourant, pendant lesquels tu m'as caché l'existence de mon propre fils. » Un silence glacial s'installa. Le visage de Mireille s'était figé en un masque impénétrable. « C'était pour ton bien, » dit-elle finalement. « Cette fille n'était pas à ta hauteur. Elle t'aurait éloigné de ta vraie famille, de tes responsabilités. Ma vraie famille. » Antoine eut un rire amer. « Mon fils est à l'hôpital, luttant pour sa vie. Et tu oses parler de vraie famille? Un bâtard que tu n'as jamais connu, » rétorqua-t-elle froidement. Un stratagème pour mettre la main sur la fortune des Delmas. La gifle partit, avant même qu'Antoine ne s'en rende compte. Mireille porta la main à sa joue, choquée par ce geste sans précédent. « Jules est mon fils, » articula-t-il, tremblant de rage. « Mon sang, ton petit-fils, et il est mourant à cause d'une maladie génétique que j'aurais pu l'aider à combattre si j'avais su son existence. Je ne te permettrai pas. »« Tu n'as plus rien à permettre, » coupa Antoine. « J'ai tout découvert. La clause du testament de père, ton complot avec Pascal, les médecins achetés, tout. » Pour la première fois, il vit une lueur d'inquiétude traverser le regard de sa mère. C'était pour protéger l'entreprise, pour protéger l'héritage des Delmas. Non, réfuta calmement Antoine. C'était pour garder le contrôle, l'argent, le pouvoir. Tu étais prête à sacrifier mon bonheur, ma vie entière. Pour ça, il se leva, incapable de rester assis face à elle plus longtemps. Et maintenant, tu essaies d'empêcher la greffe qui pourrait sauver Jules. Tu as contacté cette clinique privée pour le faire transférer. Pourquoi? Pour t'assurer qu'il ne survive pas. Ne sois pas ridicule, protesta Mireille. Mais sa voix manquait d'assurance. Je voulais simplement qu'il reçoive les meilleurs soins. Je ne te crois plus, dit Antoine. Je ne te croirai plus jamais. Il rassembla les documents et se dirigea vers la porte. À partir de maintenant, tu restes loin de mon fils, loin de Chloé, loin de moi. Tu ne peux pas me rejeter, lança Mireille. Soudain plus vulnérable, je suis ta mère. Antoine s'arrêta sur le seuil. Oui, et c'est bien ça, la tragédie. De retour dans sa voiture, Antoine fut surpris de voir plusieurs appels manqués de Pascal. Curieux, il le rappela immédiatement. Antoine. La voix de son oncle semblait tendue. Tu dois venir tout de suite au bureau. C'est urgent. Je n'ai pas le temps pour... C'est à propos du DER, Moreau. Il est mort. Antoine sentit un frisson le parcourir. Comment ça, mort? Suicide apparemment, dans son appartement à Neuilly. La police est là. J'arrive. En arrivant sur place, Antoine trouva l'appartement du médecin envahi par les policiers. Pascal l'attendait dans le couloir, le visage grave. Il s'est pendu, expliqua-t-il à voix basse. Sa femme de ménage l'a trouvé ce matin. Et pourquoi tu m'as appelé? Demanda Antoine, suspicieux. Pascal sortit une enveloppe de sa poche. Il a laissé ça, à ton nom. L'enveloppe contenait une lettre manuscrite et une clé USB. Antoine parcourut rapidement le message. Monsieur Delmas, quand vous lirez ceci, j'aurai mis fin à mes jours, incapable de supporter plus longtemps le poids de ma culpabilité. Je vous ai volé 20 ans de votre vie. Et peut-être condamné votre fils par mon silence, sur cette clé USB, vous trouverez tous les documents relatifs à notre arrangement avec votre mère, les paiements, les consultations fictives, les résultats falsifiés,
J'ai tout conservé, peut-être en prévision de ce jour. Je n'ai jamais su pourquoi votre mère tenait tant à vous éloigner de mademoiselle Marin, mais j'ai entendu des conversations entre elle et votre oncle, évoquant un testament et une clause d'héritage. Ce que je n'ai appris que récemment, c'est l'existence de votre fils. Je vous assure sur mon honneur, bien que celui-ci ne vaille plus grand-chose, que j'ignorais cette grossesse, si j'avais su. Mes remords ne changeront rien au passé, mais peut-être que la vérité pourra vous aider à construire un avenir. Pardonnez-moi, si vous le pouvez, Dr. Henri Moreau. Antoine releva les yeux vers Pascal. Tu savais pour cette lettre avant de m'appeler. Ce n'était pas une question, mais une constatation. Pascal détourna le regard. J'ai été informé par la police qu'il avait laissé une lettre à ton nom. Oui. Et tu as peur de ce qu'elle contient. De ce qu'il y a sur cette clé. Antoine, écoute-moi. Tout ça, c'était l'idée de ta mère. J'ai simplement suivi le mouvement. Par intérêt, compléta Antoine d'un ton glacial, pour garder ta place au conseil. C'est plus compliqué que ça. Non, c'est très simple. Vous avez détruit 3 vies pour de l'argent. Un policier s'approcha d'eux. Monsieur Delmas, nous aurions quelques questions à vous poser. L'interrogatoire fut bref. Antoine expliqua sa relation professionnelle avec le médecin, omettant délibérément les détails sur la falsification de ses dossiers médicaux. Cela pouvait attendre pour l'instant. Sa priorité était Jules. À l'hôpital, Antoine trouva son fils en pleine séance de kinésithérapie, malgré son teint pâle. Jules souriait en conversant avec le thérapeute. Chloé, assise près de la fenêtre, leva les yeux à son entrée. « Comment ça s'est passé avec ta mère ?» demanda-t-elle quand ils furent seuls dans le couloir. « Pas bien, » admit Antoine. « Elle refuse d'admettre ses torts, et maintenant, Moreau s'est suicidé. » Chloé porta la main à sa bouche, horrifiée. « Mon Dieu, il a laissé des preuves. Tout est documenté. » Antoine sortit la clé USB. « Je n'ai pas encore regardé, mais d'après sa lettre, tout est là. Les paiements, les faux diagnostics, tout. Qu'est-ce que tu vas faire ? D'abord, m'assurer que Jules reçoive cette greffe et guérisse. Ensuite, il soupira. Je ne sais pas, porter plainte, à quoi bon ? Ça n'effacera pas 20 ans de mensonges. » Chloé posa une main compatissante sur son bras. « Tu as retrouvé ton fils, c'est ça qui compte maintenant. » À cet instant, le dehors, Laurent apparut, l'air préoccupé. « Monsieur Delmas, Madame Marin, puis-je vous parler ?» Ils le suivirent dans son bureau, soudain inquiet. « Nous avons un problème », annonça le médecin. En examinant plus attentivement vos analyses, j'ai découvert une anomalie. Quelqu'un a modifié vos résultats de compatibilité. Comment ça, modifié ? Demanda Antoine, alarmé. Les données initiales indiquaient une compatibilité parfaite entre vous et Jules, mais les résultats finaux que j'ai reçus montrent seulement 85% de compatibilité. Quelqu'un a délibérément altéré ces chiffres. Pourquoi faire ça ? S'exclama Chloé. Pour retarder la greffe, peut-être, suggéra le médecin. Une compatibilité de 85% aurait nécessité des précautions supplémentaires, des traitements préliminaires plus longs. Antoine sentit une colère froide l'envahir. « Ma mère a-t-elle contacté votre service récemment ?»« Pas directement, mais... » Le médecin hésita. « Un de nos techniciens de laboratoire a démissionné brusquement hier, sans préavis. Faites de nouvelles analyses, » ordonna Antoine. « Immédiatement, et assurez-vous que personne n'y touche cette fois. » Le dehors, Laurent acquiesça. « J'ai déjà pris les dispositions nécessaires. Mais il y a autre chose. J'ai consulté un collègue spécialiste des maladies auto-immunes rares. D'après lui, l'état de Jules pourrait être lié à une exposition environnementale pendant la grossesse. Avez-vous vécu près d'une zone industrielle ? Madame Marin, Chloé secoua la tête. Non, j'habitais un petit appartement dans le Marais. Pourquoi ? Parce que la condition de Jules présente des similitudes avec des cas d'exposition à certains produits chimiques. Je me demandais simplement... Antoine se figea soudain, une terrible intuition le traversant. Attendez, est-il possible que quelqu'un ait délibérément exposé Chloé à ces produits pendant sa grossesse ? Le médecin parut déconcerté. C'est théoriquement possible, mais qui ferait une chose pareille ? Antoine et Chloé échangèrent un regard horrifié. La même pensée les avait traversés simultanément. « Ma mère savait pour la grossesse, » murmura Antoine. Elle avait un détective qui suivait Chloé. Tu ne penses pas qu'elle aurait... Chloé ne put terminer sa phrase. L'idée était trop monstrueuse. Je ne sais plus de quoi elle est capable.
répondit sombrement Antoine. Il se tourna vers le médecin. Pouvez-vous déterminer si Jules a été exposé in utero à ces produits? Avec des tests spécifiques? Oui, mais pourquoi? Faites-les, coupa Antoine. S'il vous plaît, c'est important. Quand le médecin fut parti, Chloé s'effondra dans les bras d'Antoine. C'est un cauchemar, sanglota-t-elle. Comment peut-on faire ça à son propre petit-fils? Nous n'avons pas encore de preuves, tenta de la rassurer Antoine, bien que son cœur lui dise le contraire. Mais si c'est vrai, si elle a délibérément rendu Jules malade, il n'acheva pas sa phrase. Les mots ne suffisèrent pas pour exprimer l'horreur qu'il ressentait. La clé USB du DR, Moreau avait livré tous ses secrets. Assis dans son bureau temporaire au siège des hôtels Delmas, Antoine contemplait l'écran de son ordinateur avec un mélange de dégoût et d'incrédulité. Les documents étaient méthodiquement organisés, paiement mensuel au médecin, résultats d'examens authentiques soigneusement dissimulés, rapports falsifiés présentés à Antoine pendant des années. Un dossier particulier avait attiré son attention, intitulé simplement « Clause héréditaire ». Il contenait une copie du testament de son père, avec la fameuse clause surlignée en jaune. Dans l'éventualité où mon fils Antoine aurait un héritier légitime avant l'âge de 30 ans, le contrôle intégral de l'empire Delmas lui reviendrait immédiatement, sans possibilité de tutelle ou d'intervention de sa mère ou de tout autre membre de la famille. Tout était devenu clair. Pour Mireille, l'existence de Jules signifiait la perte immédiate de son pouvoir sur la fortune familiale. Antoine aurait obtenu une indépendance totale et le contrôle absolu des hôtels Delmas. Un coup discret à la porte interrompit ses réflexions. Sylvie Leroy, l'assistante du DR, Moreau, se tenait dans l'embrasure. « Merci d'avoir accepté de me voir », dit-elle, visiblement nerveuse. « Entrez », l'invita Antoine. « Je vous dois des remerciements pour votre courage. » Elle s'assit, les mains crispées sur son sac. « Je n'ai pas été si courageuse. J'ai attendu 20 ans avant de parler. » « Pourquoi maintenant ? À cause de votre fils. » Elle baissa les yeux. « Quand j'ai appris qu'il était malade, qu'il pourrait mourir, je n'ai plus pu me taire. » Antoine l'observa attentivement. « Vous en savez plus que ce que vous m'avez dit au parc, n'est-ce pas ?» Sylvie acquiesça lentement. « Votre mère et votre oncle, ils sont allés beaucoup plus loin que vous ne l'imaginez. » Elle sortit une petite enveloppe de son sac. « Henri, le dehors, Moreau m'a confié ceci avant son geste, au cas où il m'arriverait quelque chose, a-t-il dit. À l'intérieur se trouvait une clé. C'est celle d'un coffre à la Banque Crédit du Nord, agence Malesherbes, expliqua Sylvie. Il contient des documents que même votre mère ignore. Quels documents? Des analyses de sang de mademoiselle Marin effectuées pendant sa grossesse. À son insu, Antoine se raidit. Comment est-ce possible? Votre mère avait un informateur à la clinique prénatale où mademoiselle Marin effectuait ses contrôles. Il prélevait un peu plus de sang que nécessaire et envoyait les échantillons au DR, Moreau. Dans quel but? Sylvie détourna le regard. Mal à l'aise. Je n'en suis pas certaine, mais j'ai surpris une conversation entre votre mère et le docteur. Elle parlait d'un problème à régler, d'une situation à gérer. Le docteur semblait réticent, mais elle a insisté, mentionnant une somme considérable. Un frisson glacé parcourut l'échine d'Antoine. Les soupçons du DR, Laurent prenait soudain une dimension terrifiante. Vous pensez que ma mère aurait pu délibérément rendre mon fils malade avant même sa naissance? Je ne veux pas porter d'accusation aussi grave, répondit prudemment Sylvie, mais je vous conseille de récupérer ce dossier au plus vite. La banque était sur le point de fermer quand Antoine s'y présenta. Le contenu du coffre était aussi accablant qu'il le redoutait. Une série d'analyses révélant la présence anormale de composés chimiques dans le sang de Chloé, accompagnée de notes manuscrites du DR, Moreau, taux inquiétant, exposition inexpliquée à nom d'un produit chimique, risque majeur pour le développement fœtal, notamment système immunitaire et cardiaque, AI averti MDD, des dangers. Elle insiste pour poursuivre, que Dieu me pardonne. Antoine dut s'appuyer contre le mur pour ne pas défaillir. MDD, Mireille Delmas, sa propre mère avait délibérément exposé Chloé à des substances toxiques pendant sa grossesse. Risquant la vie de son petit-fils pour préserver sa fortune, son téléphone vibra, un message du DR Laurent. Résultat des nouveaux tests disponibles, venez dès que possible. À l'hôpital,
Antoine trouva Chloé en grande conversation avec une femme qu'il n'avait jamais vue. Elle semblait dans la soixantaine, élégante mais discrète. « Antoine, je te présente Martine, l'assistante personnelle de ta mère depuis 30 ans, » annonça Chloé. La femme lui tendit une main ferme. « Monsieur Delmas, je suis navrée de vous rencontrer dans ces circonstances. Martine m'a contactée ce matin, » expliqua Chloé. « Elle dit avoir des informations cruciales sur ta mère. » L'assistante acquiesça gravement. « Je travaille pour Madame Delmas depuis avant votre naissance, monsieur. J'ai été témoin de... beaucoup de choses. »« Pourquoi parler maintenant ?» demanda Antoine, méfiant. « Parce que j'ai appris pour votre fils, et parce que j'ai intercepté un appel inquiétant ce matin entre Madame et la clinique St. James. » Antoine et Chloé échangèrent un regard alarmé. « Ils parlèrent d'un transfert forcé, » poursuivit Martine. « Madame a utilisé son influence pour obtenir une ordonnance judiciaire, quelque chose à propos d'une incapacité parentale. »« Une ordonnance judiciaire » s'écria Chloé. « Sur quel motif ? Elle prétend que vous êtes émotionnellement instable, incapable de prendre des décisions médicales pour Jules, et que M. Delmas n'a aucun droit légal, n'étant pas reconnu comme le père. » Antoine serra les poings. « Quand compte-t-il agir ? Demain matin ? Mais ce n'est pas tout. » Martine baissa la voix. « J'ai découvert par hasard un dossier dans son bureau privé. Des documents sur une substance appelée méthylmercure. » « Du mercure » Chloé pâlit. « Mon Dieu, le méthylmercure peut causer des dommages au système nerveux et cardiaque d'un fœtus, » confirma Martine, « avec des effets qui peuvent se manifester des années plus tard, comme une cardiomyopathie auto-immune, » murmura Antoine. Horrifié, exactement ce dont souffre Jules. « Mais comment m'aurait-elle exposé ?» demanda Chloé, tremblante. « Les suppléments prénataux, » suggéra Martine. « Madame a mentionné un cadeau anonyme, envoyé à une future mère. Je n'avais pas fait le lien à l'époque. » Chloé porta la main à sa bouche. « J'ai reçu des vitamines prénatales par colis postal. Peu après le départ d'Antoine, je pensais que c'était de la part d'une amie. » Un silence horrifié s'abattit sur la pièce. Antoine se sentait physiquement malade. « Il y a autre chose, » ajouta Martine en sortant une petite enveloppe de son sac. « Madame garde toujours une clé de secours du laboratoire pharmaceutique de son frère. Je crois qu'elle prévoit quelque chose pour empêcher la greffe. » Le docker Laurent entra à ce moment précis, l'air préoccupé. « Ah, vous êtes tous là. J'ai les résultats des nouveaux tests. »« Et ?» demanda Antoine, le cœur battant. « Vous êtes parfaitement compatible avec votre fils, à 100%, ce qui confirme nos soupçons de falsification des premiers résultats. » Il marqua une pause. « J'ai également les résultats des tests spécifiques que vous avez demandés. L'analyse des tissus de Jules montre des traces indéniables d'exposition au méthylmercure in utero. » Chloé étouffa un sanglot. « Cette femme a empoisonné mon bébé. Ce n'est pas tout, » poursuivit le médecin. « La clinique St. James vient de nous contacter. Ils ont une ordonnance de transfert pour demain matin, signée par un juge. »« Ils ne peuvent pas faire ça, » protesta Chloé. « Malheureusement, l'ordonnance semble en règle. »« J'ai contacté notre service juridique, mais... » « Non, » l'interrompit Antoine, une détermination nouvelle dans la voix. « Ils n'emmèneront pas Jules. Nous allons le transférer nous-mêmes, cette nuit. »« Où ?» demanda Chloé. « Dans une clinique privée, en Suisse. J'ai des contacts là-bas, des gens de confiance. Ils pourront réaliser la greffe en toute sécurité, loin de l'influence de ma mère. » Le docker Laurent paraissait sceptique. Un transfert international, dans son état, c'est risqué. Rester ici est plus risqué encore, contra Antoine. Ma mère ne s'arrêtera pas maintenant. Chloé prit sa main. Leurs doigts s'entrelaçant naturellement. Je suis d'accord, nous devons protéger Jules à tout prix. Antoine se tourna vers Martine. Pourrez-vous garder ma mère occupée demain matin, lui faire croire que tout se déroule selon son plan? La vieille femme acquiesça. Comptez sur moi. Il est temps que je répare un peu du mal que j'ai laissé faire. Docteur, Antoine regarda le médecin. Attendant sa décision, le DER Laurent soupira. En tant que médecin, je devrais m'opposer à ce plan. Mais en tant qu'homme, il hocha la tête. Je vais organiser le transfert, une ambulance médicalisée privée, du personnel de confiance. Merci, souffla Antoine quand le médecin et Martine furent repartis. Chloé s'effondra dans les bras d'Antoine, secouée de sanglots. Comment a-t-elle pu? Comment peut-on être aussi monstrueux? Antoine la serra contre lui, respirant son parfum familier,
puisant dans ce contact la force dont il avait désespérément besoin. « Je suis tellement désolée, Chloé, si j'avais su. » Si j'avais deviné, elle releva la tête, essuyant ses larmes. « Tu n'aurais pas pu savoir. Personne n'aurait pu imaginer une telle cruauté. » Leurs regards se croisèrent, chargés d'émotions non exprimées. Lentement, presque timidement, Antoine se pencha vers elle. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser à la fois familier et nouveau. Doux et désespéré, un îlot de tendresse dans l'océan de cauchemar qu'était devenu leur vie. « Nous allons sauver notre fils », murmura-t-il contre ses lèvres. « Ensemble. Et ensuite, nous rattraperons le temps perdu. » 20 ans, souffla Chloé. « Elle nous a volé 20 ans, mais elle ne nous volera pas l'avenir, » promit Antoine. Plus jamais, dans la chambre voisine, inconscient du drame qui se jouait, Jules dormait paisiblement, son moniteur cardiaque émettant un bip régulier, comme un métronome marquant le temps précieux qui leur restait avant l'affrontement final. La nuit était tombée sur Paris quand l'ambulance médicalisée se gara discrètement à l'arrière de l'hôpital. Le DR, Laurent avait organisé le transfert dans le plus grand secret, n'informant que le personnel strictement nécessaire. « Tout est prêt », annonça-t-il à Antoine et Chloé qui attendaient dans la chambre de Jules. « L'ambulance vous conduira directement à l'aéroport du Bourget, un jet médicalisé vous y attend. » Jules, réveillé mais encore groggy sous l'effet des médicaments, regardait autour de lui avec confusion. « Où est-ce qu'on va ?»« En Suisse », répondit Chloé en caressant doucement ses cheveux. « Pour ton traitement, tu te souviens, on en a parlé tout à l'heure. » Le jeune homme acquiesça faiblement, depuis qu'il avait appris la vérité sur sa grand-mère et les manipulations dont sa famille avait été victime. Il semblait avoir perdu une partie de sa combativité. 2 infirmiers entrèrent pour préparer le transfert. Avec une efficacité silencieuse, ils débranchèrent les moniteurs portables et installèrent Jules sur un brancard. « Soyez prudents », les avertit le docteur, Laurent, en leur remettant un dossier médical. « J'ai tout préparé pour le DR Muller à Genève. Il vous attend. » Antoine serra la main du médecin. « Merci pour tout. Nous vous tiendrons informés. » Un bruit de pas rapide dans le couloir les fit tous se figer. La porte s'ouvrit brusquement sur Pascal, le visage déformé par la colère. « Qu'est-ce que ça signifie ?» exigea-t-il en avisant le brancard et les préparatifs évidents. « Où l'emmenez-vous ?»« Ça ne te regarde pas ?» répondit froidement Antoine, en se plaçant entre son oncle et Jules. Au contraire, Pascal sortit un document de sa poche intérieure. « J'ai ici une ordonnance du tribunal. En tant que tuteur légal temporaire de Jules Marin, j'exige qu'il soit transféré immédiatement à la clinique Saint-James. » Chloé pâlit. « Tuteur légal, c'est absurde. Le juge ne le pense pas, » rétorqua Pascal avec un sourire mauvais. « Surtout après avoir vu les témoignages de plusieurs médecins attestant de votre instabilité émotionnelle, chère madame. Et quant à toi, Antoine, tu n'as aucun droit légal sur ce garçon. Tu n'as jamais reconnu ta paternité. » Antoine sentit la rage monter en lui. « Comment oses-tu t'immiscer dans notre famille ?»« Notre famille, » ricana Pascal. « Ce garçon est un Delmas que par le sang, pas par la loi. Et puisque sa mère est jugée incompétente et que tu n'as aucun droit, le tribunal a désigné le plus proche parent capable, moi. » Le DR Laurent examina le document, son visage s'assombrissant. « Cette ordonnance semble authentique. »« Bien sûr qu'elle l'est, » confirma Pascal. « Maintenant, écartez-vous. Mes hommes vont emmener le patient. » Comme pour confirmer ses paroles, 2 hommes en uniforme d'ambulancier apparurent dans l'encadrement de la porte. « Non. » Jules tenta de se redresser sur son brancard. « Je ne veux pas y aller. »« Tu n'as pas le choix, mon garçon, » dit Pascal d'un ton doucereux. « C'est pour ton bien. » Antoine s'avança, menaçant. « Tu ne l'emmèneras nulle part. » Pascal haussa un sourcil moqueur. « Tu veux défier une décision de justice, toi, le PDG respectable des hôtels Delmas. Pense aux conséquences. » Pris au piège. Antoine cherchait désespérément une solution quand une voix autoritaire retentit. « Ça suffit, Pascal. » Tous se tournèrent vers la porte où se tenait Mireille Delmas, impeccable comme toujours dans son tailleur gris perle. Mais pour la première fois, Antoine décela quelque chose de différent dans le regard de sa mère. Une fêlure dans son armure de froideur. « Madame, » commença Pascal, « tout est arrangé comme prévu. Le garçon sera transféré. J'ai dit, ça suffit. » La voix de Mireille claqua comme un fouet. Elle s'avança dans la pièce, son regard se posant sur Jules pour la première fois. Un silence pesant s'abattit sur la chambre.
Jules fixait cette grand-mère qu'il n'avait jamais connue. Un mélange de curiosité et de dégoût dans les yeux. « Alors c'est vous, dit-il finalement, la femme qui a essayé de me tuer avant même ma naissance. » Mireille tressaillit imperceptiblement. « Je n'ai jamais voulu ta mort. Non, juste une maladie chronique, c'est ça ?» lança Chloé avec amertume. « Juste assez pour qu'il souffre toute sa vie, mais pas assez pour qu'on remonte jusqu'à vous. C'était une erreur, admit Mireille, surprenant tout le monde. Je voulais seulement influencer la grossesse, provoquer une fausse couche précoce, peut-être, mais ça n'a pas fonctionné comme prévu. Mon Dieu, souffla le dehors. Laurent, horrifié, vous avouez avoir délibérément empoisonné une femme enceinte? Empoisonner est un terme excessif, corrigea froidement Mireille. J'ai simplement ajouté quelque chose à ces suppléments prénataux. Antoine s'avança vers sa mère, tremblant de rage. Tu as condamné ton propre petit-fils à une vie de souffrance. Pour de l'argent, pour le pouvoir, pour notre héritage, se défendit Mireille. Pour l'empire que ton père et moi avons bâti, cette fille n'était pas digne de toi, de notre nom, de notre fortune. Alors vous avez préféré me détruire plutôt que de me voir heureux, demanda Antoine, incrédule. Je voulais te protéger de tes erreurs de jeunesse. Un gémissement interrompit leur affrontement. Jules, pâle comme un linge, se tenait la poitrine, son visage crispé de douleur. « Jules !» cria Chloé en se précipitant vers lui. « Son rythme cardiaque s'emballe !» constata le dedeur, Laurent en consultant les moniteurs. « Il faut le stabiliser immédiatement. Emmenez-le à St. James !» ordonna Pascal aux ambulanciers. « Maintenant, non !» Antoine se plaça devant le brancard. « Jules a besoin d'une greffe de moelle osseuse, pas de vos manipulations. Cette greffe ne se fera jamais, » siffla Pascal. « Pas tant que j'aurai mon mot à dire. »« Pourquoi ?» demanda Chloé, désespérée. « Pourquoi voulez-vous tellement empêcher cette greffe ?» C'est Mireille qui répondit, d'une voix étrangement calme. « Parce que si Antoine est reconnu comme donneur compatible, les tests ADN confirmeront officiellement sa paternité et la clause du testament s'appliquera rétroactivement. Vous préférez laisser mourir mon fils plutôt que de perdre le contrôle de l'entreprise ?» L'incrédulité de Chloé se muait en horreur. L'état de Jules se détériorait rapidement. Le déheur, Laurent et les infirmiers s'affairaient autour de lui, injectant des médicaments, vérifiant les constantes. « Il nous faut l'emmener au bloc maintenant », ordonna le médecin. « Peu importe où, mais il a besoin de soins urgents. » Un conflit silencieux s'établit entre les ambulanciers de Pascal et le personnel hospitalier. Personne ne sachant quelle autorité prévalait, c'est alors que Mireille fit un pas en avant, son regard passant de Jules à Antoine. Pour la première fois depuis des décennies, Antoine crut voir une lueur d'humanité dans les yeux de sa mère. « Pascal, » dit-elle d'une voix presque douce, « donne-moi cette ordonnance. »« Quoi ?»« Mais nous avions un accord. Donne-la-moi, » répéta-t-elle, tendue, à contre-cœur. Pascal lui remit le document. D'un geste lent, Mireille le déchira en 2, puis en 4. « Qu'est-ce que tu fais ?» s'écria Pascal, abasourdi. « Ce que j'aurais dû faire il y a 20 ans, rectifier mes erreurs. » Elle se tourna vers le déheur. « Laurent, faites ce qui est nécessaire pour sauver mon petit-fils. Antoine sera votre donneur. »« Mère, » commença Antoine, stupéfait par ce revirement. « Pas maintenant, » le coupa-t-elle. « Sauve ton fils d'abord, nous parlerons plus tard. » Pascal, comprenant que la situation lui échappait, tenta une dernière manœuvre. « Tu ne peux pas faire ça, nous perdrons tout. »« Non, Pascal, tu perdras tout, » corrigea froidement Mireille. « J'ai survécu à la pauvreté une fois, je peux recommencer, mais je ne survivrai pas à la mort de ce garçon. Pas si je pouvais l'empêcher. » Vaincu, Pascal recula vers la porte. « Tu le regretteras. »« Mireille, je te le garantis. »« Probablement, » admit-elle. « Mais moins que ce que je regrette déjà. » Le donneur, Laurent reprit rapidement le contrôle de la situation. « Nous l'emmenons au bloc opératoire immédiatement, monsieur Delmas. Préparez-vous pour le prélèvement de moelle osseuse. » Alors que l'équipe médicale s'affairait autour de Jules, Mireille s'approcha du brancard. Avec une hésitation presque timide, elle effleura la main de son petit-fils. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. Mais Jules avait déjà perdu conscience. Chloé, les larmes aux yeux, se tourna vers Antoine. « Va avec eux, je te retrouve là-bas. » Antoine l'embrassa rapidement, avant de suivre le brancard qui emportait son fils. Dans le couloir, il croisa le regard de sa mère,
Un regard où se mêlait la culpabilité, le regret et, peut-être, l'espoir fragile d'une rédemption impossible. Le destin de Jules, suspendu entre vie et mort, dépendait désormais d'une course contre la montre et d'une greffe que Pascal, même dans sa défaite apparente, pourrait encore tenter de saboter. Le bloc opératoire était baigné d'une lumière crue, presque irréelle. Allongé sur la table d'opération, Antoine fixait le plafond, tandis que l'anesthésiste préparait le matériel nécessaire au prélèvement de moelle osseuse. « Ce ne sera qu'une anesthésie locale », expliqua le médecin. « Vous resterez conscient pendant toute la procédure. » Antoine hocha distraitement la tête, son esprit entièrement tourné vers Jules, qui subissait au même moment une série de traitements préparatoires dans une salle voisine. « Comment va mon fils ?» demanda-t-il pour la 3e fois. « Son état est stabilisé pour l'instant, » répondit le docteur. Laurent en enfilant ses gants. « Mais nous devons procéder rapidement. » Dans la salle d'attente, Chloé faisait les 100 pas, incapable de rester immobile. Mireille, assise rigidement sur une chaise en plastique, semblait étrangement déplacée dans ce décor austère, loin du luxe auquel elle était habituée. « Il va s'en sortir, » dit Mireille. Brisant un silence qui durait depuis plus d'1 heure, Chloé lui jeta un regard glacial. « Ne me parlez pas, n'essayez même pas de me réconforter après ce que vous avez fait. Je comprends ta haine. »« Non, vous ne comprenez rien du tout, » coupa Chloé avec une rage contenue. « Pendant 20 ans, j'ai élevé seule un enfant malade. J'ai travaillé jour et nuit pour payer ses traitements. J'ai pleuré en secret pour qu'il ne voie jamais ma peur. Et tout ça à cause de votre cupidité. » Mireille baissa les yeux. « J'ai fait une erreur terrible. » « Une erreur. » Chloé eut un rire sans joie. « Vous avez empoisonné un fœtus innocent. Votre propre petit-fils. Ce n'est pas une erreur. C'est un crime. » Un silence pesant s'installa à nouveau, uniquement ponctué par le bruit des pas de Chloé sur le linoléum et les sonneries occasionnelles des téléphones à l'accueil. « J'aimais profondément mon fils, » dit finalement Mireille. « Trop, peut-être. Je voyais en lui l'héritier parfait pour l'empire Delmas. Et puis tu es arrivé, avec tes origines modestes, ton ambition artistique. J'ai eu peur que tu ne détruises tout ce que nous avions bâti. »« L'amour ne détruit pas, il construit, » répliqua simplement Chloé. « Je le comprends maintenant, » admit Mireille. Trop tard. À cet instant, le docteur Laurent apparut, l'air préoccupé. Le prélèvement de moelle osseuse s'est bien passé, mais Monsieur Delmas a eu une réaction inattendue à l'anesthésie locale. « Comment ça ?» demanda Chloé, alarmée. « Une chute de tension brutale, suivie d'arythmie cardiaque. C'est rare. Mais ça arrive, nous le stabilisons. Et Jules, il est prêt pour recevoir la greffe, mais... » Le médecin hésita. « Étant donné l'état de son père, nous devrions peut-être attendre. Il n'y a pas de temps à perdre, » intervint Mireille avec autorité. « Procédez à la greffe. » Le médecin la dévisagea avec surprise. « Madame Delmas, je ne suis pas sûre que vous ayez l'autorité légale pour... »« Faites-le » coupa Chloé, rejoignant étonnamment la position de Mireille. « Antoine voudrait qu'on sauve Jules, quoi qu'il arrive. » Le derrière, Laurent acquiesça gravement. « Dans ce cas, nous allons commencer immédiatement, après son départ. » Chloé se tourna vers Mireille. « Pourquoi insistez-vous soudain pour sauver Jules? Qu'est-ce qui a changé ?» Mireille resta silencieuse un long moment. « Quand je l'ai vu sur ce brancard, » dit-elle finalement, « j'ai vu Antoine au même âge, même visage, mêmes yeux, et j'ai réalisé l'horreur de ce que j'avais fait. À mon propre sang, son masque de froideur se fissura, révélant brièvement une douleur profonde et authentique. Je ne peux pas effacer le passé, mais je peux peut-être aider à construire un avenir. » Leur conversation fut interrompue par l'arrivée précipitée de Martine, l'assistante de Mireille, le visage défait. « Madame, Monsieur Pascal est introuvable !» annonça-t-elle, essoufflée. « Et votre sac à main personnel, celui avec votre trousseau de clés du laboratoire, il a disparu de votre bureau. » Mireille blêmit. « Mon Dieu, non !»« Quoi, qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Chloé, alarmée par leur réaction. « Pascal a les clés du laboratoire pharmaceutique de mon frère, » expliqua Mireille, se levant brusquement. « S'il décide de saboter la greffe, comment pourrait-il faire ça ?» interrogea Chloé, la panique montant dans sa voix. « En contaminant les produits utilisés pour le conditionnement pré-greffe ou les immunosuppresseurs post-opératoires. » Mireille se dirigeait déjà vers la porte. « Il faut avertir les médecins. » Elles se précipitèrent vers le bureau du DR, Laurent, mais il était déjà au bloc avec Jules, devant la porte fermée,
Un infirmier montait la garde. « Je dois parler au docteur immédiatement », exigea Mireille. « C'est une question de vie ou de mort. »« Impossible, madame », répondit fermement l'infirmier. « L'opération vient de commencer. »« Alors vérifiez les médicaments », s'écria Chloé. « Quelqu'un a pu les saboter. » L'infirmier les dévisagea avec incrédulité. « Je vous assure que nos protocoles de sécurité... » « Écoutez-moi », l'interrompit Mireille avec l'autorité glaciale qui avait fait trembler des conseils d'administration entiers. « Je suis Mireille Delmas. Mon fils et mon petit-fils sont dans ce bloc. Si vous ne transmettez pas immédiatement cet avertissement, je vous tiendrai personnellement responsable de ce qui pourrait arriver. » Impressionné malgré lui, l'infirmier décrocha le téléphone interne pour contacter le bloc opératoire. Au même moment, l'alarme d'incendie se déclencha, plongeant l'étage dans un chaos immédiat. Les patients et le personnel commencèrent à évacuer, suivant les procédures d'urgence. « Ce n'est pas normal, » murmura Martine. « C'est lui, il crée une diversion. » Un second infirmier apparut, affolé. « Nous avons un problème au bloc 3. Monsieur Delmas est en arrêt cardiaque. »« Antoine ?» s'écria Chloé, défaillant presque sous le choc. « Et le jeune patient ?» demanda Mireille, retenant son souffle. « Stable pour l'instant, mais nous devons évacuer à cause de l'alerte incendie. Le protocole est formel. »« Non !» Mireille s'interposa physiquement. « Une évacuation en pleine greffe pourrait tuer mon petit-fils. » L'infirmier hésita, pris entre les protocoles de sécurité et l'autorité formidable que dégageait cette femme. « Madame Delmas a raison », intervint une voix masculine. Le de Laurent venait d'apparaître dans le couloir, son masque chirurgical baissé sous le menton. L'alerte a été déclenchée manuellement au 3e étage. C'est probablement une fausse alarme. « Et Antoine ?» demanda Chloé, la voix brisée. « Nous avons réussi à le réanimer », répondit le médecin. « Mais son état est préoccupant. Il présente des symptômes étranges qui ne correspondent pas à une simple réaction à l'anesthésie. » « Vérifiez les médicaments qu'on lui a administrés », ordonna Mireille. « Je crois que mon frère, Pascal, a pu les contaminer. » Le visage du Dewey, Laurent s'assombrit. « J'ai déjà demandé une analyse en urgence, si quelqu'un a manipulé nos produits. » Il fut interrompu par une infirmière qui accourait, visiblement alarmée. « Docteur, un homme vient d'être intercepté dans la pharmacie centrale. Il tentait d'accéder aux réserves d'immunosuppresseurs destinées aux jeunes marins. »« Pascal !» souffla Mireille. « La sécurité l'a arrêté, » poursuivit l'infirmière. « Mais il affirme être un membre de la famille autorisé à vérifier les traitements. » Le DR, Laurent prit une décision immédiate. Qu'on isole tous les médicaments déjà préparés pour Jules Marin. Utiliser uniquement des produits issus d'un lot différent, encore scellés, et doubler la surveillance au bloc 3. Il se tourna vers Chloé et Mireille. « Je dois retourner auprès de Jules. Le prélèvement de moelle osseuse a été effectué avec succès avant. L'incident avec Monsieur Delmas. Nous procédons actuellement à la greffe. » « Et Antoine ?» insista Chloé. « Une équipe de réanimation s'occupe de lui. Je vous tiendrai informé. » Après le départ du médecin, Chloé s'effondra sur une chaise, le visage enfoui dans les mains. Mireille, debout à quelques pas, semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques heures. « C'est ma faute », murmura-t-elle. « Tout ceci est ma faute. Pour une fois. »« Nous sommes d'accord », répondit Chloé sans lever les yeux. Martine revint avec 2 gobelets de café qu'elle leur tendit en silence. La nuit promettait d'être longue. 1 heure plus tard, le DR, Laurent réapparut, l'air épuisé mais soulagé. La greffe s'est bien passée. Jules est en salle de réveil sous surveillance étroite. « Et mon fils ?» demanda Mireille. La voix tremblante, le médecin hésita. « Son état est critique mais stable. Les analyses ont confirmé nos soupçons. Il a été exposé à une substance toxique. »« Quel poison ?» demanda Chloé, horrifiée. « Un médicament expérimental détourné de son usage. Heureusement, nous avons pu identifier l'agent et administrer un antidote. » « Va-t-il » Mireille ne put terminer sa phrase. « Les prochaines heures seront déterminantes, » répondit gravement le médecin. « Mais Monsieur Delmas est jeune et en bonne santé. Il a de bonnes chances. » Après son départ, un silence lourd s'installa dans la salle d'attente. Les 2 femmes, unies par leur amour pour le même homme et leur inquiétude pour ce fils qui les reliait désormais, restèrent silencieuses, chacune perdue dans ses pensées. Vers 3 heures du matin, Mireille sortit un petit enregistreur de son sac. « J'ai quelque chose à faire, dit-elle en se levant. Où allez-vous ?
demanda Chloé, intriguée. Mettre fin à cette folie une fois pour toutes, seule dans la salle d'attente. Chloé sentit l'épuisement la submerger. Les derniers jours avaient été un tourbillon de révélations, de terreur et d'espoir. Et maintenant, les deux hommes de sa vie étaient suspendus entre la vie et la mort, leur sort incertain. Elle ferma les yeux, laissant les larmes couler librement pour la première fois depuis longtemps. Des larmes pour le passé volé, pour les souffrances endurées, mais aussi, peut-être, pour un avenir qui pourrait enfin commencer, si seulement Antoine et Jules survivaient à cette nuit. Un rayon de soleil filtrait à travers les stores de la chambre d'hôpital, caressant le visage d'Antoine. Ses paupières frémirent avant de s'ouvrir lentement. La première chose qu'il vit fut Chloé, endormie dans un fauteuil près de son lit, sa main toujours serrée dans la sienne. « Chloé », murmura-t-il, sa voix à peine audible. Elle sursauta, immédiatement réveillée. « Antoine, oh mon Dieu, tu es revenu à toi. »« Jules », demanda-t-il immédiatement, tentant de se redresser malgré la douleur. « Il va bien », le rassura-t-elle, les yeux brillants de larmes de joie. La greffe s'est parfaitement déroulée. Il est dans la chambre d'à côté. Antoine retomba sur ses oreillers, soulagé. « Que s'est-il passé ? Je me souviens du prélèvement, puis... » « Plus rien. » Chloé hésita. « Pascal, il a contaminé les produits anesthésiques avec un médicament expérimental. Tu as fait un arrêt cardiaque. Pascal, il a vraiment essayé de me tuer. Toi et Jules, mais ta mère... » Chloé s'interrompit, visiblement troublée. « Ta mère nous a aidés. Elle a compris ce qui se passait et a alerté les médecins. » Antoine digéra cette information, incrédule. « Et maintenant, Pascal a été arrêté. Ta mère a tout avoué à la police. La falsification de tes dossiers médicaux, le complot pour nous séparer, tout. Elle a avoué. Antoine n'en croyait pas ses oreilles. Elle a enregistré une confession complète. Puis elle a fait un malaise. Chloé baissa les yeux. Son cœur n'a pas supporté le stress. Elle est en soins intensifs. Un sentiment complexe envahit Antoine. Colère, pitié, tristesse. Cette femme qui lui avait volé 20 ans de bonheur, qui avait empoisonné son fils à naître, avait finalement choisi la rédemption. Combien de temps ai-je été inconscient ? 3 jours. Chloé serra sa main plus fort. J'ai cru te perdre une seconde fois. Jamais, promit-il en portant sa main à ses lèvres. Plus jamais. La porte s'ouvrit doucement, laissant apparaître Jules dans un fauteuil roulant poussé par une infirmière, malgré sa pâleur. Ses yeux brillaient d'une vitalité nouvelle. « Papa », dit-il simplement. Ce mot, prononcé pour la première fois, résonna comme une mélodie aux oreilles d'Antoine. « Mon fils ». L'infirmière approcha le fauteuil du lit, puis se retira discrètement, les laissant en famille. « Il paraît que tu as failli nous faire une belle frayeur », commenta Jules avec un demi-sourire. « Comme père, comme fils », répondit Antoine. « Il faut croire que les Delma ont un don pour les drames cardiaques. » Ils éclatèrent de rire tous les trois, un rire libérateur qui chassait les ombres du passé. Les médecins disent que la greffe fonctionne parfaitement, annonça Jules. Mes nouveaux globules blancs sont déjà en train de reconstruire mon système immunitaire. Dans quelques mois, je pourrai reprendre une vie normale. Une nouvelle vie, corrigea Chloé, émue. Pour nous tous. 6 mois s'étaient écoulés. L'été avait cédé la place à l'automne, puis à un hiver doux, dans le jardin du Luxembourg. Antoine observait Jules qui jouait aux échecs avec un vieil habitué du parc. À 20 ans, son fils avait retrouvé toutes ses forces, et plus encore, libéré de la maladie qui avait assombri son adolescence, il rayonnait d'une énergie nouvelle. « Il est imbattable aux échecs », commenta Chloé en s'asseyant à côté d'Antoine sur le banc, comme toi à son âge. « Il a ton intelligence et ma persévérance », répondit-il en l'embrassant tendrement. Une combinaison redoutable. Leur vie avait pris un tournant radicalement différent ces derniers mois. Antoine avait restructuré l'empire Delma, transformant l'entreprise familiale en un modèle de responsabilité sociale. Leur premier projet, une fondation pour la recherche sur les maladies cardiaques rares, financée par la fortune personnelle de Mireille. « As-tu des nouvelles de ta mère ?» demanda doucement Chloé. « Son état est stable. Les médecins ne donnent pas beaucoup d'espoir de rétablissement complet, mais... » il soupira. « Je vais la voir chaque semaine. Je lui parle de Jules, de nos projets. Mireille Delmas, terrassée par un accident vasculaire cérébral le jour de sa confession, vivait désormais dans une résidence médicalisée de luxe, incapable de parler. Elle communiquait uniquement par de légers mouvements des yeux et des doigts.
Tu crois qu'elle nous entend ? J'en suis certain, répondit Antoine. Et je crois qu'elle regrette sincèrement. Le pardon prend du temps, murmura Chloé. Elle avait fait le choix de ne pas porter plainte contre sa belle-mère. Préférant consacrer son énergie à reconstruire leur famille, Jules vint les rejoindre, victorieux de sa partie d'échecs. Échec et mat en 12 coups, annonça-t-il fièrement. Comment te sens-tu pour demain ? Demanda Chloé, légèrement anxieuse. Jules haussa les épaules avec une nonchalance feinte. C'est juste une audition au conservatoire. Rien de stressant. Le plus jeune candidat de leur histoire pour le cycle supérieur de piano, rappela Antoine, ne cachant pas sa fierté. Tu vas les impressionner ? Si je suis pris, je te dédicacerai mon premier concert, promit Jules, soudain plus sérieux. À toi, et à grand-mère aussi, malgré tout. Antoine sentit sa gorge se nouer. Le chemin du pardon serait long, mais son fils avançait déjà sur cette voie difficile. Le soleil déclinait sur Paris. Jetant des reflets dorés sur la Seine, sur le pont des Arts, un photographe immortalisait une scène émouvante. Antoine et Chloé, main dans la main, s'échangeant des vœux devant un officier d'état civil. 20 ans après leur première tentative, Jules, élégant dans son costume sombre, se tenait à leur côté comme témoin, son visage illuminé de bonheur. « Vous pouvez embrasser la mariée », annonça l'officier. Antoine attira Chloé contre lui, scellant leur union d'un baiser tendre sous les applaudissements des quelques invités, collègues de Chloé, amis retrouvés, personnel médical devenu proche. 20 ans de retard, mais nous y sommes enfin, murmura-t-il contre ses lèvres. L'important n'est pas le temps perdu, mais celui qui nous reste, répondit-elle, radieuse. La réception se tenait dans un salon privé de l'hôtel Delmas Paris, récemment rénové, sur une estrade improvisée. Jules s'installa au piano pour un cadeau surprise. Une composition originale intitulée « Renaissance », qu'il avait écrite pour ses parents. Les notes s'élevèrent, d'abord hésitantes comme un battement de cœur fragile, puis de plus en plus assurées, racontant en musique l'histoire de leur famille, la séparation, la souffrance, les retrouvailles et finalement, l'espoir. Antoine, tenant Chloé serrée contre lui, sentit une paix profonde l'envahir. Les blessures du passé ne disparaîtraient jamais complètement, mais elles s'étaient transformées en quelque chose de précieux. La connaissance de la fragilité de la vie et la valeur inestimable de l'amour véritable. Dans un coin de la salle, Martine, l'ancienne assistante de Mireille, observait discrètement la scène. Avant de partir, elle glissa une enveloppe à Jules, le journal intime de Mireille, qu'elle avait trouvé dans ses affaires personnelles. « Elle voulait que tu l'aies », expliqua-t-elle simplement. « Quand tu seras prêt ?» Cette nuit-là, après le départ des invités, Jules ouvrit l'enveloppe dans sa chambre, en feuilletant les pages jaunies du journal. Son attention fut attirée par une annotation récente, tracée d'une main tremblante. « À mon petit-fils Jules, que j'ai failli ne jamais connaître par ma propre folie. Puisses-tu trouver dans ces pages, non pas des excuses pour mes actes impardonnables, mais peut-être une compréhension de la femme imparfaite que j'étais, et puisses-tu découvrir, en dernière page, un secret qui pourrait bientôt bouleverser encore la famille Delmas ?» Intrigué, Jules tourna rapidement les pages jusqu'à la dernière. Y était collée une vieille photographie en noir et blanc montrant son grand-père avec un jeune homme qui lui ressemblait étrangement, et une note manuscrite « Albert Delmas et son fils naturel, Philippe Martineau, 1975. » Jules resta interdit, réalisant les implications de cette révélation. Son grand-père avait eu un autre fils, un frère caché pour son père, un oncle qu'il n'avait jamais connu. La famille Delmas n'en avait peut-être pas fini avec les secrets et les révélations, mais ça, c'était une autre histoire.